Wow, when we premise, long yes ma pouvi, guayem noe, wow, when we leres, mimbungwes ngisira, guayem noe. Bonjour, bonsoir. Mon nom c'est Medan Gankam. Bienvenue sur ma chaîne CSWUS, qui signifie Change Start With Us. Cet acronyme a été choisi pour refléter ma conviction profonde que le changement souhaité passe par l'action de chacun d'entre nous, que ce soit la vôtre ou la mienne. Bref, ce changement passera par nous. Surtout parce que nous sommes les principaux responsables, que ce soit de façon active ou passive, de la situation catastrophique dans laquelle se trouvent nos pays. Et seuls nous, collectivement, pourrons sortir nos pays du bourbier dans lequel ils se trouvent. Personne ne viendra nous aider, et encore moins gratuitement. J'ai décidé de sortir et de faire cette petite capsule vidéo parce que j'estime que le plus grand danger qui guette l'Afrique, les Africains, c'est la recolonisation du continent, suite à un repartage des cartes, un rebrassage des cartes du monde, exactement comme en 45. Et si vous croyez que je dis du n'importe quoi, que cela ne se reproduira pas, réfléchissez-y encore. Les Occidentaux, lors de la Première Guerre mondiale, se sont entretués et il y a eu des centaines de milliers de morts. Alors ils ont dit plus jamais. Mais devinez quoi? On a eu la Deuxième Guerre mondiale. Réfléchissez-y encore. Parce que 45, ce n'était pas la première fois où il y avait un rebrassage des cartes au niveau mondial et un repartage du monde. Parce que c'est la nature humaine aussi. À chaque fois que les leaders changent, les règles changent. Le perdant perd ses acquis au profit du gagnant. Ou il y a une simple entente entre les gens au-dessus pour éviter un conflit majeur où effectivement le monde est redivisé, est repartagé. Et malheureusement, le gâteau, ça risque d'être nous parce que nous sommes distraits dans des débats qui nous éloignent du cœur et des fondamentaux. Mais c'est le sujet d'une autre vidéo. D'accord? Dans une autre vidéo, je parlerai exactement de mes découvertes il y a plus de 15 ans qui m'ont mis la puce à l'oreille et me font croire que c'est la prochaine étape. Si tout, évidemment, les conditions restent les mêmes. Je commence toujours par un proverbe ou une pensée personnelle ou acquise que j'ai modifiée. Et cette fois-ci, c'est une pensée japonaise que j'ai ajustée à mon goût. Je me rappelle plus c'était qui l'auteur, qui dit « Prenez toujours soin des 4 coins de votre serviette. N'en négligez aucun. Parce que sinon, le coin qui essuie votre cul essuiera votre bouche. En gros, ne négligez aucun avis et aucune critique, tant aussi longtemps qu'elle est constructive et structurée. » Revenons à ce qui m'amène à faire cette vidéo. J'ai eu une discussion avec une connaissance récemment qui a renforcé et fait ressurgir en fait un constat que j'avais déjà mis de côté il y a plusieurs années. J'avais fait ça il y a une dizaine d'années. Et ce constat, je l'avais mis de côté pour plusieurs raisons. Je ne m'y étais pas penché en fait, plus que ça, parce que pour moi c'était un problème réversible qu'on pouvait changer. Le constat était issu d'un questionnement, d'une série de questionnements. Je me suis demandé, mais pourquoi le Cameroun et plusieurs pays africains étaient dans une situation aussi catastrophique il y a plus de 15 ans, 10-15 ans. Autour de moi, mes recherches sur Internet et autres, beaucoup de gens aussi se sont posé cette question, toujours avec la prémisse et finissaient toujours, mais pourtant l'Afrique est riche. Mais je me suis demandé, mais riche en quoi en fait? Et les réponses que je recevais, c'était en ressources naturelles. Et ma prochaine question était, mais l'Afrique est riche en ressources naturelles plus que qui? Et quand on dit ça, c'est de façon globale, ça dirait toutes les ressources. Et là, on me répondait toujours dans un comparatif par rapport à un pays, mais pas par rapport à un continent. Comme si l'Afrique était un pays. Bref, ça c'est le sujet d'une autre vidéo encore. Et même si on admet, je reviens, mais même si on admet que l'Afrique soit riche en ressources, alors je m'étais demandé comment les économies se sont-elles si détériorées au fil du temps, même en tenant compte
que les gens nous pillent, mettons que l'Occident continue à nous piller au même degré. Si ça avait été le cas, mais notre économie imploserait, les gens se cannibaliseraient, ne serait-ce que pour avoir du pain. Mais si on arrive à avoir un certain standard de vie, des parents arrivent à envoyer leurs enfants à l'étranger, à vivre, ça veut dire qu'ils nous en laissent quand même un peu. Et s'ils nous en laissent un peu, ne devrait-on pas être dans une meilleure situation que celle d'aujourd'hui, où euh, le taux de mortalité infantile est sur le plafond, l'éducation est merdique, il n'y a plus de bourse d'études, mais est-ce qu'on ne devrait pas en avoir un tout petit peu plus? Alors après ces réflexions, mon constat a été que l'Afrique en général est pauvre, surtout l'Afrique subsaharienne. En général, elle est pauvre. Elle est pauvre de la ressource la plus fondamentale au succès et au développement d'une nation, d'un peuple, d'une civilisation. Elle est pauvre mentalement. Ça ne sert à rien, je ne parle pas de scolarisation, mais je parle d'éducation avec grand E, l'éducation nationale, civique, familiale, culturelle. Ceci n'est pas une insulte d'ailleurs. En réel, c'est un constat sur lequel j'aimerais vraiment que vous preniez 2 secondes pour y réfléchir, pensez-y. Et puis ce constat nous touche tous. Il est aussi valable pour moi, parce qu'après tout, on est dans le même bateau. Mais oublions ça. Réfléchissez-y. Revenons à ma discussion avec ma connaissance que je vais appeler Roger pour les besoins pour simplifier les choses. Alors Roger a trouvé que j'avais de l'audace et de la prétention d'oser critiquer Monsieur Franklin Nyamsi parce que je l'ai caractérisé de nuisible. Son discours sur le franc CFA et ses éternelles victimisations des Africains. Roger trouvait donc que j'avais du toupet. Il a même ignoré ma formation ou mon CV. Il ne s'est pas posé la question. Et il m'a quasiment demandé, et là je vais le traduire en langage camerounais courant, là, mais tu te prends un pour qui? Pour qui te prends-tu pour critiquer M. Namsi, détenteur d'un PhD en philosophie? Il a plus de crédibilité que toi sur des sujets économiques. Non, il est philosophe, mais il a plus de crédibilité que moi sur des sujets économiques. Sans poser de questions à savoir c'est quoi ma formation. Alors j'ai demandé à Roger, est-ce le message ou le message est le problème? Il m'a répondu, ben évidemment, ne pas être d'accord, brièvement, hein, ne pas être d'accord avec le message, mais par la suite, tout de suite, il a enchaîné. Il m'a fait comprendre que ma façon de délivrer le message était un problème, car il estimait que je faisais preuve d'arrogance, de prétention, d'excès de confiance, et que mes conclusions laissaient prétendre que je connaissais l'avenir. Donc, je suis devin. Alors, comme je débute dans ces choses de YouTube, je lui ai humblement demandé, mais Roger, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire pour m'améliorer? Qu'est-ce que je dois modifier? Alors, très gentiment, il m'a conseillé d'être plus humble. Jusque-là, ça va, moins confiant, d'avoir moins d'assurance dans mes propos, car personne ne connaît l'avenir. De soulever moi-même des doutes à mes conclusions, en précisant qu'elles sont incertaines. Et là, ça m'a frappé. Alors, je lui ai demandé, mais encore une fois, est-ce le messager ou le message le problème? Car Roger, les vidéos que tu regardes et que tu partages des gens sur la toile, tous expriment des conséquences futures suite à leurs analyses de facteurs présents ou passés. Leur audace, leur prétention et leur clairvoyance semblent ne pas te déranger. C'est pas choquant à ce moment-là. Que ce soit Rémi Gonor, Niemek, Niamsi, Diowu, Valsero et les autres, aucun d'eux ne présente leur conclusion comme étant incertaine. Alors pourquoi la mienne te dérange, Roger, et pas la leur? Pourtant, comme moi, ils donnent une opinion personnelle et tirent des conclusions d'analyse personnelle. Donc, c'est-à-dire qu'ils disent que les éléments analysés, s'ils restent les mêmes, alors leurs conclusions se manifesteront. Et là, je demande à Roger, si jamais on te demande, est-ce que le soleil se lèvera demain? Et que tu dises oui, est-ce que cela fait de toi quelqu'un d'arrogant et de prétentieux? Est-ce que c'est juste qu'on te traite à ce moment-là d'arrogant et prétentieux? Puisque l'avenir, personne ne le connaît. Tu te bases sur quoi pour dire que le soleil va se lever demain? Demain, c'est pas aujourd'hui, que je sache. Et là, je sens qu'il est mal à l'aise. Et là, je comprends qu'il évite exactement de toucher ce qui le met mal à l'aise. Parce que je vois déjà où il va aller. Puisque j'ai vécu ça, on a quasiment la même, nationalement, plus ou moins la même base éducationnelle au niveau de ces choses-là. Donc, je vois déjà les biais cognitifs qui vont ressurgir. Alors, je lui redemande, est-ce que c'est le messager ou le message qui te pose problème? Il finit par m'expliquer qu'il n'a pas confiance en ce que je dis. Car je n'ai, tenez-vous bien, ni la notoriété, ni la diplomation pour faire des analyses, de telles analyses,
et tirer des conclusions comme les personnes que lui, il suit sur la toile, qui semblent ont des PhD, des diplômes, et à cause des nombreuses vidéos qu'ils mettent sur la toile, ça leur donne une autorité. Pas le contenu de leurs vidéos, mais des nombreuses vidéos qu'ils mettent sur la toile, ça leur donne une autorité. Il va jusqu'à me rassurer, mais quand même avec cette autorité et conviction qu'il me reproche, que pour lui, le message est plus important que le messager. Et ça, c'est après que moi, je lui dise que pour moi, le message est plus important que le messager. Et là, il me dit non, pour lui aussi. Et ça fait 1 heure qu'on se parle. Alors, je lui demande, Roger, alors comment est-ce que tu peux expliquer que ça fait 1 heure qu'on se parle et que les seules choses que j'entends, la seule critique que tu fais, c'est sur ma personne et pas sur mon message. Et là, il bug. Alors, cette histoire me fait vous rappeler une chose. C'est pour ça que c'était important de faire cette vidéo. Je n'ai pas besoin que vous me fassiez confiance à moi. Cela ne change rien à ma vie. Je ne fais pas ça pour gagner votre confiance non plus. Juste pour vous inciter à vous remettre en question et remettre en question le discours dominant qui ne nous a mené à rien depuis tant d'années. Ce discours victimaire dominant. C'est toujours la faute des autres. Ça nous a mené à rien. Juste à nous faire reculer et à créer plus d'animosité et de rancœur dans nos cœurs et nous empêcher de réfléchir de façon objective. Je veux juste que vous posiez la question, que vous confrontez ce que je vous dis à ce que vous avez l'habitude d'entendre. Comme je l'ai fait. C'est simplement ça que je veux. Créer cette flamme critique par rapport à ce qu'on nous a raconté depuis toutes ces années. Pour ma part, personnellement, je vous le confierai, je fais aussi pour libérer mon cœur et mon esprit. Afin que devant Dieu et les anciens, lorsqu'on me demandera, mais il est où ton pays? Comme on a demandé à quelqu'un dans la Bible, il est où ton frère? Au lieu de répondre, suis-je responsable de mon frère? Je pourrais dire, grand-père, ancêtre, grand-mère, j'ai fait ma part. Et être en paix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de parler après une dizaine d'années, dépasser 15 ans de réflexion, d'écriture, de notation. Je veux aussi vous rappeler une chose. Ce problème n'est pas propre aux Africains. Il est propre à tous les pays pauvres, à tous ceux qui se dirigent vers une pauvreté physique, c'est-à-dire économique. Ça passe d'abord par une pauvreté mentale. Vous ne pouvez pas être riche si vous n'êtes pas riche mentalement. Anthropologiquement, les sociétés devenues riches mentalement mettent peu ou pas de barrières à la critique des idées. Ils ont l'humilité d'accepter toute critique supportée par des arguments, quel que soit l'âge et le niveau de diplomation d'un individu. Et ils valorisent ces échanges d'idées basés sur un argumentaire structuré dans un objectif d'apprentissage et de croissance collective. Le besoin de la connaissance dans ces sociétés qui permettrait de comprendre et d'avancer, la recherche de la vérité est élevée au-dessus de l'apparence, du compte en banque, de la diplomation, de la classe sociale. Le message dans cette phase-là est plus important que le messager parce qu'on veut construire, on veut bâtir quelque chose de solide et de prospère pour tout le monde. L'Occident a connu cette phase, ce qui lui a permis d'accélérer son développement économique et scientifique. C'était une époque de philosophes. Elle en a connu 2 même en plus. La Grèce antique, à cette époque où la démocratie naît, cette démocratie de la parole, des philosophes, puis le monde, la révolution industrielle, où il y a un grand nombre d'associations mondiales aujourd'hui en sciences et autres a été créé. C'était un monde où, peu importe d'où tu venais, tes idées étaient plus importantes pour le développement national. Mais si l'on devient riche, on peut aussi devenir pauvre. Aujourd'hui, le confinement de la vérité du savoir auprès de certaines classes sociales minoritaires, une élite pseudo-intellectuelle, mais qui en réalité est simplement bardée de diplômes, donc de reconnaissance de leur capacité à lire, retenir, copier et coller, et dont le discours social est aussi vide qu'un paix, qui sont remplis d'un égoïsme parasitaire, et dont l'imagination en réalité s'arrête aux livres qu'ils ont lus sans tenir compte du contexte. Ça vous rappelle rien? La France le vit aujourd'hui, l'Amérique le vit aujourd'hui, mais les Africains le vivent depuis 40 ans. Évidemment, dans cette élite, ce qui arrive en général, à cause de la recherche du pouvoir,
Ça crée des camps. Et c'est ainsi qu'on appelle, et c'est ainsi que aujourd'hui naît ce qu'on appelle la réalité alternative, qui tire sa force d'une élite de plus en plus individualiste et égocentrique. Ça, c'est juste la première phase. La deuxième phase, c'est l'abrutissement de la majorité du peuple. On, à l'époque où, dans un système développé, le peuple aspire à connaître, des gens se forment dans plusieurs domaines différents. L'expertise n'est pas la propriété d'une minorité. Aujourd'hui, on garde cette majorité dans le divertissement en l'abreuvant de distractions, en lui faisant comprendre que la vie, en fait, c'est juste une histoire de plaisir personnel. Le développement social et collectif, c'est l'affaire des autres. Hein. Tout ce qui est politique, les décisions sociales collectives, ce sont les autres. On les a élus, ce sont eux qui s'en occupent. Vous n'avez pas besoin de comprendre, car la vie est trop courte. Vous devez plutôt en jouir, le plaisir, le plaisir. Et pour jouir de la vie, il faut être vivant et libre. Alors, des paramètres sont mis en place, des stimulants sont mis en place pour faire en sorte qu'en vous naisse cette idée, je veux voir grandir mes enfants. Et donc, éviter de faire toute chose qui pourrait vous mettre entre quatre murs ou quatre planches. Eux aussi, en Occident, ils veulent voir grandir leurs enfants. Cette idée-là, ce n'est plus la notion du sacrifice pour le bien commun, c'est plus possible. Ça se voit en plus dans la difficulté de leur armée à recruter et dans la performance de cette armée en moment de conflit. Je veux voir grandir mes enfants. Les gens sont devenus individuellement plus grands que la patrie, plus grands que le pays. On leur a retiré leur éducation sociale. D'ailleurs, très peu de jeunes occidentaux, que ce soit en France, en Angleterre, aux États-Unis, connaissent l'histoire de leur héros national. Et encore moins, ils ne connaissent même pas qui sont leurs héros nationaux pour la plupart. Et j'inclus en Occident les gens de ma génération. Et c'est à cause de ces grands facteurs qu'on pourrait élaborer dans d'autres vidéos, et je vais les faire, que l'Occident est rentré dans son cycle d'appauvrissement qui mènera à un appauvrissement, en fait, qui a commencé à mener, on voit les prémices, réelles sur le terrain, et à sa radicalisation, comme je le prédisais autour de moi depuis plusieurs années. Pour les croyants, les religieux actifs, ceux qui maîtrisent la Bible, même Jésus, votre Jésus, n'avait pas la crédibilité devant l'élite. Et on était dans une ère de pauvreté intellectuelle. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de misère. Je ne suis pas Jésus. Loin de là, je pense même que les chances sont fortes que ma place ne soit pas auprès de lui. Puisqu'on ne le sait pas. Alors, chers frères et sœurs, ne claquez pas la porte au nez du messager avant d'avoir ouvert l'enveloppe et lu le message. Peut-être ce message révélera quelque chose en vous qui vous fera voir les choses différemment et changer votre vie. Comme quelqu'un disait, on est parfois une parole, une interaction de changer le cours d'une vie. Écoutons mes messages. Peu importe comment le messager est habillé, écoutez ce qu'il a à dire. Et si vous ne me croyez pas, il y a plusieurs exemples dans l'histoire de gens qui n'ont pas écouté les messages. On ne vous a pas dit d'être d'accord. Juste écoutez le message et vous posez la question si ça fait du sens. Mais si vous ne m'écoutez pas, en tout cas, comme dirait un ami, il ne faudra pas dire qu'on ne vous avait pas prévenu. Parce qu'à la fin de la journée, chacun apprendra à son rythme. Et puis, c'est juste le rythme.